pour étudier avec le Rav Menachem Ackerman. On va parler de Hanouka. Tu as déjà donné plusieurs cours sur Hanouka, un cours sur l'huile que je vous conseille, l'huile infinie. Je fais la pub pour les anciens cours. Et là, tu vas aborder un nouveau sujet qui est le thème de l'heure. Allumer à la bonne heure pour avoir le bonheur. Toda Rabba, Baruch Tiyeh. Alors, Bémet, bonsoir à tous. Et je dis tout de suite les Nishmat, Michel, Joar Malka, Bat et Gérald Sanenès, puisque je le dis chaque semaine. Et dans le texte, on verra, il y en a d'autres, on le dira. Mais quand j'ouvrirai le texte. Mais en effet, comme tu as dit, Hanouka, c'est toujours l'occasion d'étudier des choses encore nouvelles. Et aujourd'hui, on va faire un cours qui est un petit peu différent des cours que j'ai l'habitude de faire et différent du style général de Midreshet Yehuda, puisque je vais en fait donner un cours qui est lié, qui a un petit peu une synthèse de Halacha et de Marshava, c'est-à-dire qu'on va commencer quand même débuter par des questions, ce qui est bien de temps en temps, en tout cas, bien que les gens connaissent, mais je vais quand même soulever des sujets qui sont un petit peu controversés aussi de nos jours, donc vous verrez qu'il y a différentes opinions, mais qui sont les questions des horaires de l'allumage des bougies de Hanouka. Et bien entendu, à partir de l'enseignement des concepts de halakha qui sont relativement simples, je vais essayer aussi de développer des thèmes de réflexion sur le sens des choses. Top, donc ça c'est la présentation du sujet. Je n'ai pas tellement de texte, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de Torah chez Beralpé aujourd'hui, de transmission orale, que de transmission, on pourrait dire, à partir d'une étude d'un texte, contrairement à ce qu'on fait souvent, où on a un support d'étude qui est beaucoup plus important, et cette fois-ci un petit peu moins, c'est plus les vacances. Alors donc, comme j'ai dit, les Ilou Nishmat, aussi Yvonne Sarabat Fanny, Claude Moshe Ben Adèle, excusez-moi, j'ai quelque chose au milieu qui m'a dérangé, Nelly Bat Rachel, Yudit Bat Revtsa. Chaque fois, je suis désolé, mais aussi, je tiens à rappeler la mère de Harry Fag, mais j'ai oublié le nom. Si vous en avez d'autres, puisque c'est des gens qui vous sont proches, appelez-moi et je ferai attention à le noter. Et le Refoua Shlema, chez le Mori Verabi, on peut redire pour certains Mori Verabi, nous le Rav Chaim Drukman, avec Chaim Ben Milka. Il a un deuxième nom, j'ai oublié son deuxième nom. Rav Drukman qui n'est pas en bon état, donc Bezrat Hashem chez le Refoua Shlema. Et donc on peut commencer l'étude. Alors, le début de l'étude, de nouveau, comme je vous ai dit, c'est le sujet général. Dans ce sujet général, il y a deux questions qui se posent en principe, la possibilité d'allumer plus tôt et la possibilité d'allumer plus tard. Alors, jusqu'à quand on peut allumer, dans quelles conditions, et puis à partir de quand on peut allumer. Alors, à partir de quand, c'est le problème de Shabbat, parce que Shabbat, on peut quand même pas décemment allumer les bougies de Hanouka, alors que Shabbat a déjà commencé. C'est-à-dire que normalement, le temps d'allumage des bougies de Hanouka, c'est après le coucher du soleil ou pour une minorité d'opinions, ou bien après la sortie des étoiles pour la plupart des Chachamim, c'est-à-dire le Gaon de Vilna et le Rambam disent le coucher du soleil. La plupart des autres poskim, c'est-à-dire autant pour les Ashkenazim que pour les Sfaradim, c'est après cet Akochavim, le coucher des étoiles, et on ne peut pas allumer Shabbat, vous imaginez bien, Hanouka, on ne peut pas l'allumer après la sortie des étoiles, c'est quelque chose d'impensable. Je parle de vendredi soir, je ne parle pas de Motzei Shabbat. Donc, on est obligé de pouvoir allumer avant. Et du coup, ça a ouvert la question, est-ce que de toute façon, si c'est valable pour Shabbat, alors c'est aussi valable pour la semaine, et j'en parlerai tout à l'heure. Ensuite, la deuxième question, c'est jusqu'à quand est-ce qu'on peut allumer? Alors, la Gemara nous dit, c'est comme je n'ai pas eu le temps de trouver la traduction de la Gemara, regardez, j'ai trouvé, c'est la traduction de Chabad, la traduction de Chabad du Rambam, de ce qu'on appelle le Mishneh Torah. Donc, je vais le lire dans le texte du Rambam, loi de Hanouka. On n'allume pas les lampes de Hanouka avant le coucher du soleil, mais plutôt quand il se couche. Ça, c'est l'opinion de Rambam. Pour nous, comme j'ai dit, la plupart, c'est la sortie des étoiles. On ne diffère pas l'allumage, on ne l'avance pas. Si on ne l'allume pas par omission, par transgression, avec le coucher du soleil, c'est au moment où il faut, on peut allumer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de passants dans la rue. Voilà.
en hébreu, Ad shetichle regel minashut, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de personnes des gens qui passent dans la rue. Voilà, ça c'est la halakha. Maintenant, quand on étudie cette question-là, on sait très bien que ça nous pose un double problème. Le premier problème, c'est, comme je vous ai dit, c'est le problème du Shabbat, où la question est-ce qu'on peut l'allumer avant. Par exemple, quelqu'un, et ça nous arrive, on est invité pour une soirée d'allumage de Hanouka et de Sfenj ou de Beignet, ça dépend selon quelle tradition, mais en tout cas, il faut absolument y être à 5h30 par exemple, ou à 6h, mais il y a 1 heure de route. Est-ce qu'on peut allumer les bougies auparavant? Alors, pour le Rambam, en plus, le Rambam rajoute quelque chose qui n'est pas marqué dans la Gemara, c'est qu'il donne le temps qui est jusqu'au moment où il n'y a plus de passants dans la rue. À combien de temps cela correspond-il? Approximativement 1 demi-heure ou plus après la tombée de la nuit. Alors la traduction ou plus, elle n'est pas tout à fait exacte dans le langage du Rambam, c'est-à-dire il dit, quand il dit plus, ça peut être un petit peu plus, c'est-à-dire dans l'intention du Rambam, c'est environ 1 demi-heure. Alors, vous savez qu'on achète tous des bougies et notre inquiétude, c'est de savoir, pour ceux qui allument avec des bougies ou avec de l'huile, d'être sûr que ça va brûler 1 demi-heure après le coucher et la tombée de la nuit, c'est-à-dire la sortie des étoiles. C'est pour ça que quand on allume avant Shabbat, on va remplir beaucoup plus parce qu'on va l'allumer avant le coucher du soleil. Et pour Jérusalem, Bichlad, si on allume à l'heure de l'allumage des bougies de Shabbat, c'est 40 minutes avant le coucher du soleil. Jérusalem, c'est l'endroit où l'heure de Adlakat Nerot, d'allumer les bougies de Shabbat, est le plus tôt par rapport au coucher du soleil. Dans les autres endroits, c'est 1 demi-heure ou 20 minutes. Ça veut dire qu'il faut que ça brûle 40 minutes, plus encore un quart d'heure, 20 minutes, le temps entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, plus encore 1 demi-heure après. Ça fait en gros 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, c'est-à-dire que vous devez, à Jérusalem, il faut mettre des bougies ou de l'huile qui brûlent pendant 1 heure et demie le Erev Shabbat. Maintenant, du coup, c'est vrai, c'est la halakha, c'est que si jamais, pour une autre raison, on veut allumer plus tôt, on peut, à condition que ça brûle le même temps. Comme je vous ai dit, souvent on a toutes sortes d'invitations ou d'obligations familiales ou sociales qui font qu'on doit partir de la maison plus tôt. Alors, qu'est-ce qu'on fait? À partir de Plaga Mincha, vous verrez dans les horaires, c'est environ 1h15 avant le coucher du soleil, en gros, on peut allumer en faisant la bracha, à condition, et il fait encore jour, complètement jour, à condition que ça reste allumé jusqu'à 1 demi-heure après la sortie des étoiles. C'est exactement comme Shabbat, vous faites votre calcul, vous mettez aujourd'hui, c'est pas difficile, si vous mettez de l'huile, vous mettez un petit verre d'huile assez grand. Vous savez que les gens qui allument dans de l'huile le Shabbat, en général, ça dure 3, 4, 5, 6 heures. Des fois, ça dure même 8 ou 9 heures. Il y a des miracles comme ça. Je me lève des fois le Shabbat matin. Il y a encore un qui brûle en été, surtout quand on allume tard et qu'on se lève tôt. Donc, ce que je veux dire que pratiquement, si vous mettez de l'huile dans un petit verre comme ça durera suffisamment de temps comme ça. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez allumer avec bracha, chanter Imaos Sur Mizmor Shir Hanoukat Habayit et Anerot Halalou, et ensuite prendre la voiture ou prendre l'autobus et aller là où vous avez besoin d'aller. Au niveau pratique, c'est très important parce qu'il vaut mieux ça que de l'allumer quand vous rentrez. Parce que quand vous rentrez, vous risquez d'oublier, vous risquez d'être fatigué. Si vous êtes des jeunes avec des enfants, vos enfants dorment déjà à ce moment-là, ils sont endormis dans la voiture ou dans l'autobus, donc c'est déjà plus le moment, on n'a plus les nerfs et puis c'est plus tellement effectif. Donc c'est toujours la meilleure solution, il faut la connaître, de faire comme Shabbat, même pendant la semaine, de l'allumer auparavant. Alors après, la deuxième question qui se pose, c'est de savoir jusqu'à quel moment on peut l'allumer. Alors, d'après le Rambam, et c'est ça que je veux préciser, d'après le Rambam, c'est la première partie du cours, comme je vous ai dit, c'est un cours qui précise au niveau de la halakha, mais comme chaque chose, c'est comme quand on apprend des psukim et puis après on va développer au niveau de la pensée, là on fait la même chose, on débute des halachot et puis après on va un petit peu s'envoler. Donc, d'après la Shita, il y a 3 opinions différentes. L'opinion de Maïmonide, c'est qu'on ne peut pas l'allumer avant et on ne peut pas l'allumer après. Regardez ce que dit Maïmonide ici. Si ce temps passe, on ne l'allume plus. C'est-à-dire que pour Rambam, alors dites-vous par exemple que les Yéménites, sans doute, à mon avis, ils font comme le Rambam. Alors, il faut absolument qu'il soit à la maison à ce moment-là
Et ils n'ont que ce moment-là, cette demi-heure, pour allumer, en tout cas pour ceux qui vont d'après le Rambam. Le Gaon de Vilna est d'accord avec le Rambam et le Maharal de Prague est d'accord avec le Rambam. C'est-à-dire le Maharal de Prague avait, dans son développement, vous savez qu'il a écrit un livre entier sur Hanouka qui a été traduit, qu'on étudie chaque année, qui a été traduit par Ben Ogros, Ner Mitzvah, les lumières de la mitzvah. Et à la fin du livre, le Maharal a 2 ou 3 responsables, donc 2 ou 3 sujets dont il parle, qui sont liés avec les lois de Hanouka. Il a une autre chose qui est spéciale. Pour lui, c'est interdit d'utiliser des bougies pour Hanouka. Il faut absolument que ce soit de l'huile dans un ustensile avec une mèche. On ne peut pas, pour le Maharal, il est tellement, disons, clair dans son opinion, il lit ça avec des notions de pensée juive, de tradition du Midrash et de la Kabbalah. Et en vertu de tout ça, j'en avais peut-être déjà parlé une fois, et tout ça pour lui, une bougie, ce n'est pas caché. Alors, on sait très bien que le minhag de toutes les communautés, c'est que d'allumer avec des bougies, c'est comme ça qu'on a grandi. Depuis, il y en a beaucoup qui allument à l'huile, et même à l'huile d'olive, qui est le meilleur hidour mitzvah. Mais ceci dit, n'oubliez pas que la halacha n'est pas comme le Maharal, et que si vous n'avez rien d'autre que des bougies, vous pouvez allumer avec des bougies, il n'y a pas de problème, et faire la bracha dessus. Mais de même, le Maharal, qui souvent synchronisait son opinion halachique avec des considérations beaucoup plus larges, qui sont des considérations de pensée juive et des fois aussi, comme j'ai dit, de Kabbalah. Alors aussi, il a pour lui, et je ne sais pas les sources, je ne l'ai pas étudié, mais je sais qu'on s'est ramené que pour le Maharal, c'est comme le Rambam, si ce n'est pas à l'heure où il faut l'allumer pour tout le monde, le mieux, c'est-à-dire la première demi-heure, alors quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Vous avez compris pourquoi c'est plus le bonheur à ce moment-là. Donc, c'est cette opinion. Maintenant, on a une autre opinion qui est à l'extrémité de l'autre côté, qui est l'opinion qui va être la plus importante, c'est celle de Rabbi Shlomo ben Aderet. Vous avez peut-être entendu parler, en raccourci, il s'appelle le Rashba. Rashba. Il y en a d'autres qui l'ont suivi, mais c'est lui qui est à l'origine de cette opinion, en tout cas pour autant que je le sache. La vérité, c'est qu'il le dit au nom de son Rav qui était Rabbeinu Yonah, mais de Gironde. Et le Rashba qui fait partie des Chachamim qui habitaient en Espagne médiévale. Donc Rabbi Shlomo ben Aderet, lui, il dit qu'au contraire, ce qui est marqué qu'il faut l'allumer jusqu'à ce que les passants se soient éteints, ce qu'on appelle les passantins, donc qu'il n'y a plus de passants. Et ça, c'est uniquement l'Echatrila. C'est-à-dire que c'est une mitzvah dans le sens, c'est une bonne action, c'est bien. Mais il dit, mais si tu veux, tu as toute la nuit pour l'allumer. Vous avez compris? C'est-à-dire que, en fait, la halakha, elle est à 2 vitesses. Première vitesse, si tu peux, tu l'allumes dans la première demi-heure depuis le coucher du soleil ou la sortie des étoiles jusqu'au moment où il n'y a plus de passants à l'époque des Chachamim, c'est-à-dire ce que nous dit le Rambam pendant la première demi-heure. Si tu peux, tu le fais. Et puis, si tu ne peux pas, eh ben, tu as jusqu'au petit matin, et quelle que soit l'heure à laquelle tu veux ou tu peux allumer. Et vous savez très bien qu'on a tous des moments où ce n'est pas si simple. C'est-à-dire tout d'abord, il y a tous les gens qui rentrent du travail beaucoup plus tard. Ça, c'est le plus simple. Ensuite, il y a les gens qui sont de garde, il y a les gens qui sont malades, il y a les gens qui sont en voyage, il y a les gens qui sont au café ou au Beth Amishté, comme il y a marqué dans la première Mishnah de Brachot, les jeunes qui ne sont pas encore rentrés à la maison ou qui rentrent un petit peu plus tard, pour toutes sortes de raisons multiples et avariées. Et donc jusqu'au matin, dit le Rashba, on peut l'allumer. Quand je dis on peut l'allumer, c'est avec bracha, c'est-à-dire faire la mitzvah. Tu as perdu le hidur mitzvah, c'est-à-dire un plus sur la mitzvah, mais tu as toujours la possibilité de faire la mitzvah. Pourquoi cette opinion est tellement importante? Parce que clairement, d'après le Pshat, c'est aussi l'opinion du Tour, du Baal HaTurim, du Shulchan Aruch, et aussi, en principe, mais pas tout à fait, et aussi des Ashkenazim. C'est l'opinion qui a été acceptée comme l'opinion définitive de la halakha. C'est-à-dire, c'est comme ça que tous les poskim, c'est-à-dire quand je parle du Shulchan Aruch, c'est valable pour les Sfaradim, Rabbi Yosef Karo, le Rama, c'est pour les Ashkenazim, le Tour aussi pour les Ashkenazim. L'opinion qui a été retenue, c'est celle du Rashba. C'est comme ça qu'on fait les choses. Donc, c'est comme ça qu'on a l'habitude, vous comprenez notre conduite, c'est-à-dire si on peut, on essaye de le faire au bon moment, ça demande souvent une organisation, c'est-à-dire de rentrer à la maison à 5 heures de l'après-midi, toute la famille, vous imaginez, au niveau des infrastructures, je ne parle pas d'un couple ou d'une personne qui est tout seul, mais quand on a plein d'enfants et qu'on est en période où on travaille,
ça demande de s'organiser. En tout cas, on essaye de le faire pour beaucoup de gens. Mais sinon, on peut le faire jusqu'au petit matin. Alors, je vais expliquer la marloquette entre les deux. Et ensuite, il y a une troisième opinion, qui est l'opinion qui est aujourd'hui la plus répandue, surtout chez les Ashkenazim et en partie chez les Sfardim, mais je vais t'expliquer pourquoi, qui est une opinion médiane. C'est quoi l'opinion médiane? C'est l'opinion de celui qui s'appelle Rabbi Yitzhak Hazaken des Baalei Tosfot. Donc, c'est un des membres de l'école qu'on appelle les Tosafistes, et qui dit ça. Il dit de son temps, alors les Tosafistes, ils habitaient au Moyen-Âge en France. C'était des Français qui habitaient à Troyes ou à Quatre, etc., qui habitaient dans plein d'endroits, à Orléans, pas dans plein d'endroits. Et donc, Ri Hazaken, qui est un des deux plus grands maîtres des Tosafistes, lui et son cousin Rabbeinu Tam, je crois que c'était son cousin, je ne crois pas que c'était son frère, ou son frère ou son cousin. En tout cas, le Ri Hazaken, il dit comme ça. Aujourd'hui, on n'est plus lié à un horaire. Pourquoi on n'est plus lié à un horaire? Parce que la raison pour laquelle on devait le faire jusqu'au moment où il n'y avait plus de passants dans la rue, vous voyez, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de passants dans la rue, c'est parce qu'on a une mitzvah spéciale qui s'appelle Pirsumei Nissa. C'est-à-dire tout ça, c'est des idées que vous connaissez très bien, donc je fais juste un petit peu une mise au point. Pirsumei Nissa, ça veut dire que il y a une mitzvah spéciale à Hanouka de faire la publicité. Pirsumei, c'est de la publicité Nissa du Nes, c'est-à-dire du miracle, c'est-à-dire le faire savoir à tous les passants dans la rue. C'est la raison pour laquelle, à l'époque de la Gemara, on l'institue, ou à l'époque de Hanouka, c'est-à-dire les sages qui ont institué la mitzvah de l'allumage des bougies après le miracle de Hanouka, ils ont dit, et ça j'en avais déjà parlé à un autre moment, à une autre époque, mais si Dieu veut, j'espère que j'aurai encore l'occasion parce que ça me tient toujours beaucoup à cœur, c'est que la mitzvah d'origine telle que les sages l'ont fait, c'est de le mettre dans la rue à côté de sa porte. Vous savez, al petar beito mi bachut, c'est-à-dire que le fait d'allumer à la fenêtre ou d'allumer sur son buffet dans son salon, c'est-à-dire, comme certains font, ce n'est pas la mitzvah telle que les sages l'ont instituée au deuxième temple, tout de suite après le miracle de Hanouka. Lorsqu'ils ont institué, ils ont dit, il faut le mettre dehors, devant sa porte. Alors, Baruch Hashem en Eretz Israël, il y a beaucoup de gens qui le font. Marlène, vous le faites? Non, je ne peux pas, il n'y a personne qui va le voir. En face de chez nous, c'est les Vadis, c'est les Bédouins, et on habite 3 étages en bas. De la porte, personne ne voit. On met à la porte, mais il n'y a pas de Pirsoumanes. Non, mais si tu le mets à la porte de ton appartement ou de ta maison. Oui, on le met, mais personne ne va voir. Mais si tu le mets à la porte de l'immeuble où tu habites, de l'immeuble qui donne sur la rue, alors là, il y a Pirsumei Nissa. En haut, oui. Là, tu peux dire, j'avoue qu'on ne le fait pas. De Pirsumei Nissa pour les Bédouins, ça, c'est une grande question. C'est-à-dire, peut-être que ça va les faire partir, mais en tout cas, disons que si on le met disons que la takana, l'institution, le mettre en haut. C'est de le mettre en haut. C'est-à-dire de le mettre à l'extrémité de la propriété privée ou commune du bâtiment et qui donne sur la rue et dans la rue. C'est-à-dire pas à l'intérieur du bâtiment, mais al petar beito mi bachut. C'est-à-dire que tu mets un tabouret ou tu mets un truc ou tu le mets sur le parapet à l'extérieur et à ce moment-là, ça c'est la mitzvah telle qu'elle a été instituée à l'époque des Chachamim. Maintenant, qu'est-ce que nous dit le Ri Hazaken? Il nous dit, chez nous, en Europe, au Moyen-Âge, si on commençait à faire ça, alors c'est sûr que demain, on se fait couper la tête, c'est la période de Noël, j'avais déjà raconté, la période où les prêtres et les pasteurs éveillaient leurs fidèles sur les meurtres rituels et sur le fait que nous, on était déicides, et donc c'était la période la plus mauvaise pour faire ce genre de choses. Du coup, il y a eu ce qu'on appelle la retraite au flambeau. On aurait pu appeler le titre du cours comme ça. C'est la retraite au flambeau. C'est qu'on a pris la Hanoukia et on l'a mis à l'intérieur de la maison. Or, nous dit le Ri Hazaken, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a arrêté de faire le Pirsoumanes vis-à-vis de l'extérieur, des gens à l'extérieur, et on ne le fait que avec ceux qui veulent bien nous entendre, c'est notre famille. Si vous voulez, au niveau philosophico-historique, ça veut dire que pendant 2000 ans, en gros, on ne pouvait enseigner et dispenser notre vérité qu'à nos enfants et à notre famille, c'est-à-dire ceux qui voulaient l'entendre, et aussi dans les Batei Knesset, les Batei Midrashot, c'est-à-dire dans les synagogues et dans les Batei Midrashot. Et c'est la raison pour laquelle nous dit un grand posek
Maintenant, j'ai oublié son nom à l'instant. Si je retrouve tout de suite, je vous le dis. Un grand possèque séfarade de l'époque un tout petit peu plus tard. Je vais essayer tout de suite de retrouver son nom, si je le trouve là maintenant en une minute. Mais il disait comme ça. Oui, c'est le Ribash. Rabbi Yitzhak ben Shechet, si mes souvenirs sont bons. Le Ribash, qui était à l'époque de l'expulsion des Juifs d'Espagne, et tout de suite après, qui dit, puisqu'on ne peut plus faire de la publicité dans la rue pour tous les passants, et que, puisque en fin de compte, on ne fait plus qu'une pseudo-publicité au niveau de la diffusion du message qui est très petite avec les gens qui sont dans notre maison, ce qu'on appelle les Bnei Habayit, c'est les gens de la maison. Alors, pour retrouver un tout petit peu une dimension de Pirsoumanes, alors on a pris la coutume d'allumer une Hanoukia au Bet HaKnesset, à la synagogue, au moment où on fait la prière de Mahari. Alors pourquoi? Parce que c'était le seul public qui était acquis à notre cause, avec qui on pouvait le faire. Vous imaginez qu'on ne pouvait pas le faire dans la rue. Donc il y a régression au niveau historique, régression de la possibilité, et le RI dit que ça a une incidence énorme au niveau de l'heure. Parce qu'il dit, tant que les gens de la famille sont réveillés, tu peux allumer à la maison et tu t'en fous royalement, excusez-moi l'expression, mais est-ce qu'on est tout de suite après la tombée de la nuit ou est-ce qu'on ne l'est pas? Et on ne s'en fout pas complètement. C'est-à-dire, le RI dit, si tu peux le faire à 5 heures et que les gens dans la maison sont là, tu le fais. Mais si les gens ne sont pas là, tu dois attendre que les gens soient là pour allumer, puisque tu n'éclaires pas l'extérieur avec ton Pirsoumanes. Et c'est comme ça que, en tout cas, on a toujours allumé, pour ma part, et j'ai vérifié avec la plupart des gens, c'est on attendait que le père et la mère rentrent du travail, après les embouteillages. Chez moi, c'était les embouteillages des périphériques et à Paris, et puis que les enfants rentrent de l'école, qui rentrent du lycée, qui rentrent de l'université, qui rentrent du travail, etc. Et quand, bien entendu, on demandait aux gens de rentrer à une heure normale, mais en moyenne, c'était 8 heures du soir. Quand tout le monde était rentré, on ne s'asseyait pas à table pour manger. La première chose qu'on faisait, c'est qu'on allumait les Nerot Hanouka. C'était comme ça qu'on faisait. Et on a tous fait comme disait le RI. C'est-à-dire que comme le RI Azaken, Rabbi Yitzhak Azaken disait, c'est comme ça qu'on faisait les choses. Mais ça supposait une condition. Quelle était la condition? C'est qu'on a déconnecté l'horaire de l'obligation de le diffuser à l'extérieur. Vous comprenez? Le Rambam n'est pas du tout là. Il dit, on continue à tenir compte du fait qu'on diffuse à l'extérieur. Si tu n'as plus personne, alors, pour le Rambam qui est très extrême, tu ne peux plus du tout l'allumer. Alors, vous avez compris pourquoi c'est l'opinion médiane. Parce que c'est une opinion qui permet d'allumer plus tard, mais qui ne le lie pas au fait que c'est la nuit. C'est-à-dire, pour le Rashba, toute la nuit est cachère. Pour le Rambam, que la première demi-heure est cachère. Et pour le RI, c'est tant qu'il y a des gens réveillés dans la maison. Alors, ça va jusqu'au fait, par exemple, que si jamais le père rentre à 11 heures, parce pour une raison ou une autre, et que personne n'a allumé jusqu'à ce moment-là, et que tout le monde dort, alors le Mishnah Bora, qui suit cette opinion, il dit, si c'est possible, s'il vous plaît, si vous pouvez réveiller quelqu'un, au moins 2 personnes, parce que pour la Pirsoum, il faut même qu'il y en ait 2 qui regardent ton allumage. Alors, il dit, si tu peux réveiller 2 ou 3 enfants, vous comprenez de quoi il parle. C'est réveille ta femme ou réveille 2 ou 3 enfants, amène-les, allume, et puis après qu'ils se rendent. Vous comprenez? Pour avoir réalisé quoi? Ce qu'on appelle le Pirsoumanes familial, c'est-à-dire au moins, tu es dans ta famille. Mais il dit bien entendu, si tu ne peux pas, et puis si tu ne peux pas parce qu'ils ne veulent pas, ou parce qu'ils ne vont pas accepter, alors surtout ne le fais pas, comme disait Manitou, derech eretz kalma la Torah. La première chose, c'est le respect des gens et de leurs sentiments. Et s'ils sont contents de le faire, alors bien entendu qu'il faut les réveiller. Sinon, il dit non, et tu l'allumes avec bracha tout seul, parce que tu te replies à l'opinion du Rashba qu'on a vu en dernier, qui est celle-là. Donc, si on résume, il y a 2 opinions qui sont liées avec qu'est-ce que c'est le Pirsoumanes? C'est le Rambam qui est très extrême. Le RI qui a changé l'approche parce qu'il dit qu'il faut faire Pirsoumanes, mais il faut regarder à qui tu le fais. Il ne faut pas faire semblant, tu le fais que pour les gens de ta famille. Donc, c'est ta famille qui va déterminer l'horaire, vous comprenez? C'est-à-dire, s'ils sont là, tu allumes, s'ils ne sont pas là, tu n'allumes pas, tu attends qu'ils arrivent, et puis, s'ils ne sont plus tellement là, débrouille-toi pour qu'ils reviennent. C'est-à-dire qu'ils soient là, par exemple, s'il y en a un qui n'est pas rentré, imaginez-vous, vous arrivez à 11 heures, personne n'a allumé, et vous avez 2 enfants qui vont rentrer dans 1 heure,
eh bien, vous leur téléphonez quand est-ce que tu arrives, je t'attends, et puis c'est vous qui attendez et vous l'allumez à ce moment-là. C'est halakha. C'est comme ça qu'il faut faire les choses si on fait les choses de cette manière. Là où les choses se renouvellent de notre temps, et je vais arrêter donc cette partie après parler du côté plus marchafti des choses, c'est que de notre temps, si on rallume à la fenêtre ou à la porte et qu'on fait Pirsoumanes et qu'on n'a plus peur des goïms parce qu'on est chez nous à la maison ou bien parce que même aujourd'hui chez les goïms, dans la plupart des pays occidentaux, on n'a plus du tout peur. La preuve, c'est la manière dont les Chabanikim allument les lumières de Hanouka sur les grandes places de la Tour Eiffel ou du Central Park ou bien de la place Rouge à Moscou pour bien montrer que le communisme est mort et c'est nous qui avons gagné. D'ailleurs, ce soir, on est Eliade Kislev, vous vous souvenez, le 19 Kislev, qui est aussi la victoire des Lubavitch sur le Tsar. Donc, ils en profitent aussi pour montrer qu'on a gagné non seulement le Tsar, mais aussi l'URSS. Et donc, tout ça, ça prouve que dans le monde entier, on peut faire le Pirsoumanes. Et si on peut le faire, on doit le faire. Alors, c'est ce que aussi Marlène a dit, c'est-à-dire que dans le fond, si tu as une fenêtre qui donne sur la rue, ou tu as une porte de l'immeuble encore mieux qui donne sur la rue, alors ça, c'est revenir à la halakha telle qu'elle était à l'origine, c'est le mieux du mieux. C'est le plus valable quand on a une maison particulière, comme moi à l'époque quand j'habitais à Efrat. J'avais ma maison qui donnait sur une petite rue, alors au bout du jardin, du petit chemin, je l'allumais dans la rue, devant, et je faisais Pirsoumanes comme il faut le faire. Retour à la période, c'est aux phases de la période du deuxième temple, où on était chez nous, comme on est de nos jours, et on n'a aucune raison d'avoir peur de qui que ce soit. Au contraire, on a toutes les raisons de savoir qu'on peut diffuser notre vérité, même vers l'extérieur, vers la rue. Et ça, c'est quelque chose qui est le signe un petit peu, si vous voulez, dans le sens de Hanouka, de la réussite, de la victoire de Hanouka, qui est réinstituée de notre temps. Alors, la question subsidiaire, alors, c'est quoi? C'est jusqu'à quelle heure on peut le faire? Parce que c'est évident que dans le temps, comme à la tombée de la nuit, les gens s'arrêtaient de travailler parce qu'il n'y avait plus de lumière, on ne peut pas travailler. Et 90% des gens étaient agriculteurs. Quand la nuit tombait, c'est marqué dans le livre de Néhémia, les gens rentraient à la maison, ils arrêtaient de travailler, ils travaillaient jusqu'au dernier moment quand il fallait travailler, puis à ce moment, ils rentraient à la maison. Donc, une demi-heure après la tombée de la nuit, vu que les gens travaillaient, on pouvait dire un maximum une demi-heure de chez eux de la maison, plus ou moins comme aujourd'hui, chez nous c'est plutôt 1h30, mais en tout cas, au bout d'une demi-heure, on savait que tout le monde était rentré à la maison, donc c'était le temps, comme dit Rambam, environ une demi-heure, ça dépend des circonstances, mais c'était environ, en moyenne, statistiquement, dans toutes les sociétés anciennes, c'était le temps. Mais de nos jours, grâce à l'électricité, eh bien, les magasins sont ouverts jusqu'à 7h du soir, 8h du soir. Les gens rentrent beaucoup plus tard à la maison. Donc, les rabbinim de notre temps ont demandé est-ce que tout simplement le temps, jusqu'à quel moment on peut ou on doit allumer, n'est pas lié au fait que tant qu'il y a des gens qui rentrent. Alors, tout d'abord, ils ont fixé un critère un petit peu objectif parce qu'il y a des gens qui se promènent toute la nuit. C'est vrai qu'il y a des moments au milieu de la nuit où il n'y a vraiment pratiquement plus personne, mais à quel moment tu décides que ça s'arrête? Alors, d'après, par lecture pointilleuse du texte de la Gemara, ils ont dit jusqu'au moment où les gens rentrent du travail. C'est-à-dire que si les gens après ressortent, comme c'est le cas pour tout le monde, après, alors ça ne fait pas partie des critères de Pirsoumenissa obligatoire. Si tu as envie, tu peux aussi le laisser toute la nuit. Mais au niveau de l'obligation, on t'a demandé de le faire tant qu'il y a des gens qui rentrent chez eux à la maison du travail. Par exemple, en Israël, je pense que dans la plupart des villes, c'est plus ou moins jusqu'à 8h du soir. Il y a aussi une manière de le savoir, c'est les heures de pointe. Vous savez, c'est-à-dire que si vous regardez le graphe des heures de pointe, quand l'heure de pointe est finie, ça prouve que les gens, et 90% de la population est rentrée à la maison. Et donc, en gros, c'est plus ou moins... Voilà. Ça, c'est... alors, du coup, je peux affirmer de manière claire que si vous allumez en dehors, alors tant que vous êtes dans les heures où il y a des gens qui rentrent chez eux, vous pouvez allumer tranquillement selon l'opinion intermédiaire, c'est l'opinion du RI, puisqu'il dit ce qui est important, c'est de vérifier en face de qui tu fais ton Pirsoumanes. Donc, si tu reviens au fait que tu le fais vis-à-vis des gens dehors, alors tu peux allumer jusqu'au moment, c'est-à-dire que, en fin de compte, de nouveau, si vous rentrez du travail à une heure standard où tout le monde rentre, et même un tout petit peu plus tôt, justement pour ne pas être les derniers, vous pouvez tout à fait, disons, rentrer un quart d'heure, une demi-heure avant tout le monde,
avant les derniers qui rentrent dans l'heure normale, disons 8 heures, et puis à ce moment allumé, et vous faites la mitzvah normale. Voilà, j'ai fini avec le côté halachique, et on passe au côté marshava. Je vois que on a commencé 10 minutes après, donc on pourra avoir un tout petit peu de temps plus. Alors, ce que je voudrais, c'est tout d'abord expliquer que, et essayer de comprendre l'opinion telle qu'elle est acceptée par la halakha, qu'on peut l'allumer pendant toute la nuit, si vous voulez. Alors, c'est un petit peu étonnant, parce qu'on a toujours appris que le principe de Pirsoumanes, c'est-à-dire le principe de devoir proclamer vis-à-vis du monde environnant, c'était quelque chose qui était essentiel à la fête de Hanouka. Alors que maintenant, on se rend compte que pas forcément. Alors, c'est vrai que sans doute l'opinion de Maïmonide, qui disait qu'au bout d'une demi-heure, tu ne peux plus l'allumer, c'est que pour lui, c'est un point qui est une condition sine qua non. C'est-à-dire, si jamais tu ne proclames pas à l'extérieur, tu n'as pas réalisé, on pourrait dire, le programme de la mitzvah de Hanouka. Par contre, pour l'opinion de nouveau qui est celle du Rashba, comme j'ai dit, que la mitzvah est toute la nuit, alors il fait une différence. C'est-à-dire, il y a une mitzvah d'allumer la menorah, et puis il y a un neg plus ultra, qui est de faire profiter les autres. Vous comprenez? Mais si tu ne peux pas, pour une raison ou une autre, eh bien, tu as quand même fait la mitzvah. Vous avez compris la nuance, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie de l'idée essentielle. Alors, c'est quoi l'idée essentielle de la mitzvah de Hanouka? Je vais vous proposer, disons comme ça, 2 explications. La première explication, elle est basée sur un enseignement de Manitou, et je vous le signale, elle se trouve dans un livre en hébreu qui s'appelle, j'ai oublié le nom du livre, Sod HaFachim. Sod HaFachim, c'est un livre qui a été traduit par Ita Eshkanzi, par le petit-fils de Manitou, qui est un très très bon livre d'enseignement de Manitou, et qui est basé sur une brochure, cet enseignement de Mahayanot, qui est sur le Lashon HaKodesh, sur le langage de sainteté. Et en fin de compte, ce que développe Manitou, mais le Maharal aussi le développe, si vous voulez, le conflit avec la Grèce. C'est un conflit entre 2 cultures, entre la culture grecque et entre la culture d'Israël. Et bon, de nouveau, Manitou le développe de manière très profonde en disant qu'il y a en fin de compte le langage de la Grèce et le langage d'Israël. Le langage de la Grèce, c'est le langage universel des sciences. Et le langage d'Israël, c'est le langage universel du divin, du divin, de Akadosh Baruch Hu, de ce qu'on appelle le Lashon HaKodesh, du Kodesh. Maintenant, ce qui s'est passé quand on a rencontré les Grecs à l'époque de Hanouka, et en fait on les a rencontrés 180 ans avant, c'est-à-dire au moment de la conquête d'Israël par Alexandre, c'était 180 ans avant l'histoire de Hanouka. Hanouka, c'était en gros, moins 130, un petit peu, parce que c'était 200 ans avant la destruction du temple, et donc en moins, qu'est-ce que j'ai dit, en moins 130. Et en moins 330, c'est exact, c'est-à-dire la conquête d'Alexandre, c'était environ en moins 330. À ce moment-là, on pourrait dire que non seulement Alexandre a conquis le pays d'Israël, mais la culture grecque a pris le pas sur la tradition hébraïque. La plupart des Juifs se sont hellénisés. Et ils se sont hellénisés, ça veut dire qu'ils se sont assimilés et ils ont accepté, ils ont pris la culture ambiante qui était justement cette culture des Grecs comme vérité. Et au niveau d'assimilation, ça correspond au phénomène, si vous voulez, de l'assimilation du peuple juif depuis l'époque de l'émancipation. C'est-à-dire au niveau, on pourrait dire, une catastrophe d'assimilation, c'est-à-dire de prendre une autre manière que la Torah comme système de conduite, comme système de pensée, etc. C'est ce qui s'est passé pendant 180 ans. Jusqu'au moment où un tout petit groupe, qui était les Hashmonaïm, qui était tout à fait minoritaire, ont décidé que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Ça se passait en Israël, où le Sanhédrin était dirigé par des Mithyavnim, donc des gens qui étaient hellénisés, etc., et où tout était dirigé comme ça. Et ceux qui dirigeaient, c'était des dirigeants grecs. Le dernier, donc celui que vous connaissez, c'est Antiochus et Épiphanès, Antiochus et Épiphane en bon français. Et ils ont décidé de faire une révolte qui a réussi et qui a aussi amené à la repurification et reconstruction du Beth Amikdash,
la réinauguration Hanouka, réinauguration du Beth Amikdash, et la réussite au niveau spirituel, c'est ce que le Maharal explique, c'est ce que Manitou explique, et ce qu'on explique d'année en année, la victoire dans ce birou, c'est-à-dire dans cette rencontre entre le système de Chochma Yevanite, qui est la philosophie grecque d'un côté, et la Torah d'Israël, de l'autre côté. Maintenant, ce conflit qui est entre la philosophie grecque et entre la Torah d'Israël, Manitou l'explique, c'est entre celles qui pensent que le monde humain et le monde de la spiritualité et de l'homme doit être expliqué par un système qui est un système de la Torah, qui est celui qui l'explique selon un système qui traite le sujet en tant que sujet, c'est-à-dire avec des lois du sujet qui s'occupent des sujets en tant que, je dirais dire, de manière humaine, c'est-à-dire qui traitent les choses. Et par contre, Manitou explique là-bas, c'est que la philosophie grecque, c'est prendre le système qui est celui des lois de la nature, ce qu'on appelle aujourd'hui les lois, ou bien la logique grecque, et d'appliquer ce système à tout ce qu'on appelle les sciences humaines. D'accord ? C'est-à-dire les sciences humaines qui normalement ne sont pas régies par les sciences de la nature, mais qui sont régies par la chokhma de l'homme. Et cette chokhma humaine, c'est ce qu'on appelle la chokhma du Kodesh, de la sainteté, et la chokhma de la Torah. C'est-à-dire que Manitou dit que normalement, il explique, quand il dit, je veux dire, il explique, que normalement, on a une cohabitation possible. Dans quel sens ? C'est que quand on s'occupe du monde amorphe, c'est-à-dire du monde de la nature en tant que nature non vivante, ou du côté non vivant, ça peut être aussi de s'occuper de la morphologie du corps, mais quand on s'occupe d'elle en tant que partie du monde amorphe, c'est-à-dire du monde non vivant, à ce moment-là, il y a des lois qui sont les lois, on appelle les lois de la nature, que les Grecs ont commencé à développer et qui sont des lois exactes du monde de la nature. C'est ce qu'on appelle la science exacte ou la science de la nature. Maintenant, pour nous, c'est la science de la nature et il y a la science de l'homme et de la spiritualité, de la divinité et de tout ça. Et pour cela, il y a les lois qui sont les lois de la Torah ou la démarche qui est celle de la Torah. Et si on met l'un à côté de l'autre, à ce moment-là, il peut y avoir une harmonie. Au niveau, j'avais déjà fait un cours une fois dessus, c'est pour ça qu'il y a l'importance de la menorah. Parce que la menorah, vous avez le tronc central qui est la science de la Torah et les 6 branches des 2 côtés qui sont les 6 sciences universelles, la mathématique, la physique, la médecine, la musique, etc., qui sont associées, qui peuvent être associées si tout se passe bien. Mais historiquement, depuis l'époque des Grecs jusqu'à 2023, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, il y a un énorme conflit. Et pourquoi ? Parce que les hommes de la science de la nature, les hommes du système de la philosophie grecque, veulent s'approprier le monde de la science humaine et de la science spirituelle et appliquer les lois des sciences naturelles dessus. Manitou dit une phrase très importante, c'est ce qu'on appelle tuer la vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu transformes un sujet en objet pour pouvoir l'expliquer et que tu dis que c'est la seule méthode pour le faire, statistique, etc., probabilité, quantification des choses, tu transformes un sujet en objet et donc tu tues le sujet et tu le transformes en objet. J'en ai souvent parlé de cette chose-là. Maintenant, qu'est-ce qui est important ? C'est de comprendre que pendant, on pourrait dire, tout le temps de la nuit, de l'obscurité, de l'exil, ce conflit y perdure. Ce n'est pas parce qu'on a gagné, dans la mesure où au moment de Hanouka, il y a une clé qui s'est faite, c'est-à-dire la possibilité de résoudre le problème, que le problème au niveau du projet messianique universel, qu'il a été réussi. C'est comme si un jour on savait comment le résoudre, et puis à partir de ce moment-là, petit à petit, on a une vocation de réussir à le résoudre. Et vous savez très bien que au niveau du monde, disons, dans ce conflit, entre, on pourrait dire, le monde, disons, le monde occidental dans son côté idéologique et le monde d'Israël, cette difficulté, ce conflit, il continue toujours. Alors, c'est la première explication pour revenir qui explique pourquoi il y a une possibilité d'allumer la Hanoukia. Compris pourquoi ? Parce que toute la nuit, c'est toujours le symbole plus que le symbole, c'est ce qui correspond à la nuit et qui correspond à l'exil. Et si jamais il y avait un temps au début de la nuit qui correspond, on pourrait dire, à un temps privilégié, mais il y a une vérité
de la mitzvah d'allumer la Hanoukia qui dure pendant toute la nuit, c'est-à-dire qui dure pendant tout le temps d'exil. Ce n'est pas parce que, traduisons ça dans les mots de Manitou, ce n'est pas parce que la civilisation grecque, en tant que civilisation, a disparu depuis belle lurette, elle s'est fait manger par les Romains et ensuite, etc. C'est-à-dire qu'elle a disparu en tant que civilisation, que le message et aussi le conflit avec la Grèce a disparu. C'est ça l'enseignement. Et c'est pour ça que quand on dit Bayamimaim Bazmanazé, quand on dit Bazmanazé de notre temps, traduction Bayamimaim de leur temps, Bazmanazé de notre temps, c'est la pertinence. Alors, au niveau de la traduction dans la halakha, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était un cours qui était conjugué de halakha et de marshava. Au niveau de la traduction dans la halakha, c'est la raison pour laquelle, même si on rentre à la maison à 4 heures du matin et qu'on est tout seul, on peut allumer la Hanoukia avec bracha à 4 heures du matin, là où on l'allume au niveau de la halakha, qu'on soit ashkénaze ou qu'on soit sfarad. D'accord? C'est toujours valable. Alors, je vais vous donner une deuxième explication pour avoir le temps. Cette explication, je dois vous dire, c'est l'explication que je me suis toujours donnée jusqu'à maintenant. Mais cette année, j'ai eu une autre idée, on pourrait dire, qui à mon sens est même plus simple. Et c'est pour ça que je vais vous faire partager cette deuxième explication. C'est quoi? C'est que, si vous voulez, le miracle et le sens du miracle est lié avec une menorah qui se trouvait à l'intérieur de la maison du temple, c'est-à-dire le Beit HaMikdash, parce que le Mikdash, c'est aussi toutes les cours, c'est aussi le Harabayt, mais il y a un binyan, il y a un bâtiment qui s'appelle Beit HaMikdash. Quand on dit chez Ibané Beit HaMikdash, on parle du bâtiment. Dans ce bâtiment, il y avait 2 pièces, l'antichambre et la chambre. L'antichambre, c'est là où se trouvait la menorah, le Mizbeach Hazav, c'est-à-dire l'autel en or sur lequel on offrait l'encens, et le Shulchan Apanim, c'est-à-dire la table avec les pains de préposition, et la chambre elle-même, c'est le Kodesh HaKodeshim, le Saint des Saints, où se trouve l'arche de l'Alliance avec les Luchot Abrit et le livre de la Torah que Moshe Rabbeinu a écrit à l'intérieur. C'est là où le Kohen Gadol ne pouvait rentrer qu'à Yom Kippur. Donc, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le Beit HaMikdash. Et à l'intérieur du Beit HaMikdash, il y avait la menorah. Et nos sages, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont donné une mitzvah tout à fait spéciale, c'est qu'ils ont dit traduction du miracle de la fiole d'huile, qu'on appelle la fiole d'huile, c'est-à-dire du fait que dans la menorah à l'intérieur du Beit HaMikdash, la menorah a éclairé pendant 7 jours, pendant 8 jours, alors qu'il n'y en avait suffisamment que pour une journée. C'est-à-dire la traduction halachique des Chachamim, c'est de transposer ça dans la maison de chacun. Alors vous voyez déjà la correspondance, Beit HaMikdash, Beit, Ner Ishu Beito. C'est-à-dire que puisque de notre temps, pendant 2000 ans, on n'a pas eu de Beit HaMikdash, à l'époque des Chachamim qui ont institué le Beit HaMikdash existait, et malgré tout, malgré le fait qu'à l'époque qui était immédiatement postérieure à la victoire des Maccabim, c'est-à-dire pendant ces 200 ans où le temple existait encore, même il y avait ensuite le temple de Hérode qui était le plus beau de tous les temples au niveau esthétique, c'est-à-dire d'après le témoignage de nos sages, eh bien c'est à ce moment-là que les Chachamim, c'est-à-dire les Chachamim qui étaient à cette époque, on le sait parce qu'on a déjà une discussion de Shammai et Hillel qui se chamaillent sur cette institution, c'est-à-dire, or Shammai et Hillel ont vécu 100 ans avant la destruction du temple. Donc l'institution était entre la victoire des Maccabim et Shammai et Hillel, donc dans le premier siècle qui a suivi la victoire des Maccabim, d'après le Pshat de la Torah, c'était immédiatement après, c'est-à-dire qu'immédiatement après. Or, ils ont dit non, on aurait pu très bien dire, on fait une fête dans le temple, tout simplement. C'est-à-dire que chaque année, grand rassemblement dans le temple, on allume plein de lumière dans les cours du temple et on fait Simchat Bet HaShoeva, c'est-à-dire qu'on fait une grande fête au temple. C'est pas que ça se faisait pas, d'après le Pshat de ce qu'on dit à l'Anissim, ça se fait, parce qu'il y a marqué Vidliku Nerot Bechatzrot Kodshecha. Ils ont allumé des lumières dans les cours de ton temple. Donc, ce n'est pas la lumière de la menorah, puisque la mitzvah de la menorah, c'est à l'intérieur du Beit HaMikdash, de la maison. Donc, Chatzrot, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on connaît de la réjouissance qu'on appelle Beit HaShoeva, qui se faisait à Sukkot, dans lequel il y a marqué qu'on mettait des grands candélabres et on allumait des grandes lumières. Donc, sans doute qu'à l'époque du temple, à Hanouka, on faisait aussi ça. Mais ce qui nous concerne, nous, personnellement, c'est la mitzvah de la Hanoukia. C'est-à-dire le fait d'allumer chacun dans sa maison, personnellement. Pour les Ashkenazim, d'ailleurs, c'est chacun des enfants, en plus du père, qui allume sa propre Hanoukia. Et si vous voulez, il y a une translation
entre une mitzvah nationale qui est à l'intérieur du Beth Amikdash et puis une mitzvah complètement individualisée qui concerne chaque famille, en tout cas, au niveau des Sfaradim, et chaque membre de la famille même, au niveau de la coutume des Ashkenazim, qui chacun allume sa Hanoukia. Alors, là, il y a un problème. Quel est le problème? C'est qu'on risque d'oublier le temple. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que avec toutes les belles idées qu'on donne, comme j'ai donné tout à l'heure, avec le conflit, avec la civilisation grecque et puis toutes sortes de choses, tout ce que vous pourrez entendre, le problème est de savoir, est-ce que quand vous allumez votre Hanoukia, vous vous souvenez que vous êtes en train de perpétuer quelque chose qui est lié avec le Beth Amikdash, c'est-à-dire que vous vous reliez avec la menorah du Beth Amikdash. Alors théoriquement, vous le savez, à chacun, si on vous le demande, vous le savez, oui, bien sûr, j'allume la Hanoukia parce qu'il y a un miracle au Beth Amikdash. Mais le problème est de savoir, est-ce que de Betsura Ma'asit, d'ailleurs dans la bracha, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'on doit allumer les bougies de Hanouka ou les lumières de Hanouka. Et puis, c'est vrai que là, il y a une allusion, mais assez diffuse un peu, du Kahanes. Et quand on parle et on chante après un Nerot Alalou, et c'est là, il n'y a pas non plus tellement de références, une référence tellement à la Nissim Al-Sha, à l'aider Kohanecha Akdoshim, oui, il n'y a pas une allusion très très claire à ça. C'est vrai que chez les Sfaradim, on chante Mizmor Shir Hanoukat Habayit après, c'est-à-dire on chante, on rappelle l'inauguration du temple. Chez les Ashkenazim, même ça on ne fait pas. Et Mao Tzour non plus, c'est pas tellement. On dit Hanoukat HaMizbeach, mais bon, c'est pas le point essentiel. Donc, où est-ce qu'apparaît quand on allume la Hanoukia? Où est-ce qu'apparaît de manière beaucoup plus claire? Eh bien, c'est ça que je vais vous proposer. C'est dans cette halakha, donc du Rashba. Alors regardez, on va le voir. C'est le début dans la Torah de Parashat Tetzavé, Sefer Shemot, chapitre 27, de Psukim, Vata Tetzavé ben Israël, Veikru elecha shemen zaitzar katit lamao, la'alot ner tamid, c'est-à-dire pour monter une lumière permanente. Boel moed michutz la parochet asher ala edut, c'est-à-dire qu'il y a l'endroit précis où on allume la menorah dans le temple. Ya aroch oto Aaron uvanav me'erev ad boker lifnei Adonai, chukat olam le dorotam me'ed ben Israël. Or, les mots qui sont importants ici, c'est que c'est me'erev ad boker, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a précisé de manière très claire que la mitzvah d'allumer la menorah, c'est du soir au matin. Dans la journée, on ne l'allumait pas et on n'avait aucune mitzvah d'allumer le matin de nouveau et il n'y avait pas de mitzvah. Et de même que dans la halakha, j'ai oublié de le dire, on ne peut pas, quelqu'un qui est arrivé chez lui à la maison à 6 heures du matin et qui fait déjà jour, il ne peut plus faire la mitzvah. C'est-à-dire qu'il a raté la mitzvah de la Hanoukia. Il n'y a aucune mitzvah d'allumer dans la journée la menorah. La mitzvah d'allumer la menorah n'est que la nuit. Alors, vous voyez combien il y a marqué Merevat Boker, et regardez ce que dit Rashi, donne-lui la mesure d'huile nécessaire pour qu'elle brûle du soir au matin. Et c'était ça, la mesure qu'ils ont retrouvée dans ce qu'on appelle la fiole du Kohen Gadol. C'est-à-dire que ce n'était pas une fiole, c'était un par, c'est-à-dire qu'il y avait une quantité suffisante pour remplir 7 gros réceptacles d'huile et que ça puisse brûler pendant toute la nuit. Alors, vous me direz, pendant toute la nuit, oui, mais il y a les nuits d'été et puis il y a les nuits d'hiver. Alors Rachid répond à la question. Non, ça, je l'ai évalué à un demi-log. Demi-log, je suis désolé, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas fait de shiur pour savoir combien ça fait, mais si quelqu'un veut regarder dans l'Internet, entre-temps, pendant que je fais le cours, mais en tout cas, voilà, c'est Yosef qui le fait, Hazakou Baruch, mais en tout cas, ce n'est pas une petite fiole à Tula, ok, ce n'est pas une petite fiole avec 10 décilitres, c'était un gros truc comme ça. Et donc, pourquoi ? Pour les nuits de Tevet qui sont les plus longues. C'est quoi les nuits de Tevet qui sont les plus longues? La nuit la plus longue, vous le savez, c'est le solstice d'hiver. Et il y en va de même pour toutes les nuits de l'année, et peu importe s'il en reste. La Gemara de Menachot 89a, c'est-à-dire que les Chachamim, ou par tradition de Torah, ou bien par décision rabbinique, ou par décret rabbinique, ont en tout cas transmis que tous les jours de l'année, toutes les nuits de l'année, on mettait une quantité d'huile qui avait pour référence la nuit la plus longue, c'est-à-dire la nuit la plus longue qui est au solstice d'hiver. Quelle surprise! À quelle date ça tombe? La nuit la plus longue? À quelle fête? 21 décembre. 21 décembre, non? Oui, mais le 25 qui se lève en moyenne. C'est-à-dire... Hanouka. Oui, Hanouka. On sait très bien par d'autres enseignements qu'on a déjà étudié dans la Gemara de Avodah Zarah
que la fête de Hanouka correspond à des fêtes dans toutes les civilisations et qui avaient commencé par Avraham Avinu, par Adam Arishon, le premier homme, et qui correspond au niveau du calendrier solaire absolu, qui correspond à une fête du solstice d'hiver. D'accord? On l'avait déjà étudié, Manitou en parle aussi pas mal. C'est-à-dire que le premier qui a fait Hanouka, c'était Adam Arishon, et il l'a fait au moment du solstice d'hiver. C'est-à-dire c'est le moment qui était le moment qui était fixé, et pour nous, c'est le 25 Kislev. Comme vous savez, comme le calendrier hébraïque bouge par rapport au calendrier solaire, puisqu'il est un peu plus lunaire que solaire, donc on ne peut pas dire que chaque année, le 25 Kislev tombe au moment du solstice d'hiver, contrairement à la date non juive. Vous avez dit, c'est le combien, le 25 décembre 24 décembre 21. Le 21. 21. Donc, mais en tout cas, pour nous, c'est en moyenne, c'est le 25 Kislev. D'accord? C'est le moment où, au lieu que ce soit le jour qui se couche, c'est le jour qui se lève, puisque c'est le moment où la nuit commence à devenir de plus en plus courte et le jour commence à devenir de plus en plus long. Donc, c'est très intéressant qu'il y a déjà ici une allusion au lien entre Hanouka, au niveau de la quantité d'huile, et puis l'allumage de la menorah. Alors, le point que je voulais qu'on retire de ça, qui est un point très, très, très simple, mais très important, c'est que si la halakha psuka a été, malgré toutes les difficultés que les poskim rencontrent à ce propos-là, que ceux qui étudient ça au niveau d'érudition connaissent, la halakha a été fixée comme le Rashba, qu'on peut allumer avec bracha, et on fait la mitzvah de manière sûre pendant toute la nuit, bien qu'il y avait une mitzvah, hidur mitzvah, de l'allumer au moment où il y a encore des gens qui passent, avec toutes les fluctuations du temps où les gens passent, que j'expliquais, ou une demi-heure, ou tant que les gens sont réveillés dans la famille, ou tant qu'il y a des gens qui rentrent du travail de nos jours, c'est-à-dire quand on le fait dehors. Ça, c'est les différentes discussions sur la définition du temps qui passe, où les gens, les passants, reviennent à la maison. Mais au-delà de ça, comme je l'ai dit, il y a la mitzvah ikarit, c'est-à-dire la mitzvah essentielle. Et cette mitzvah essentielle, elle est, comme je dis, selon cette deuxième explication, elle nous rappelle qu'elle est liée avec la mitzvah de la menorah. Et comme la menorah, sa mitzvah, c'était Me'erev ad Boker, comme c'est marqué dans ce passouk, et qu'en plus, ce Me'erev ad Boker, c'était le temps du Me'erev ad Boker, les plus longues nuits, qui sont les nuits de Hanouka. Donc, c'est pour ça que tant qu'on est encore dans la nuit, on sait qu'on est lié avec la menorah du Beth Amikdash, et que du coup, on est branché sur la source et l'essentiel de la mitzvah de Hanouka. Alors, vous comprenez pourquoi je vous ai dit ça? Parce que comme je vous ai dit, on a tendance à oublier le Mikdash, malheureusement, dans tout. C'est-à-dire le fait de se souvenir que énormément de choses qu'on fait sont des choses qui sont instituées par rapport au Beth Amikdash. Alors, c'est bien évident au niveau de la menorah et de la Hanoukia, mais il faut que ça se traduise dans les mitzvot, dans les détails de la mitzvah. Alors, aujourd'hui, on a appris un des détails essentiels. Je vais pour terminer, vous en donner d'autres pour expliquer ça. Le premier, c'est que il y a ramené dans l'halakha que dans le monde ashkénaze, il y en avait qui avaient des coutumes de mettre des cierges qui étaient très longs, qui brûlaient très longtemps, et vous ne le connaissez pas parce que ça a été réfuté par les poskim. D'abord, ça coûtait très cher. La plupart des gens à l'époque, au clair de la lune, mon ami Pierrot, etc., vous savez, les gens n'avaient pas tellement comment faire de mettre des bougies ou de l'huile qui durait tellement longtemps. Et on voit aussi d'où ça venait la pensée de mettre des grandes bougies, c'est-à-dire pour être mechabed, pour montrer la grandeur de Hanouka. Alors, ça a été réfuté déjà à l'époque du Darkei Moshe, du Rama, etc., par les poskim, qui se demandaient pourquoi est-ce qu'il y avait une coutume comme ça. Alors, il pose un panneau, il dit, on ne voit pas le sens, si jamais tu l'as laissé le temps jusqu'à ce que les gens passent, etc., ou une demi-heure, ça suffit, ce n'est pas la peine de faire ce genre de choses qui risquent de créer une pression sociale avec des gens qui n'ont pas les moyens, mais qui vont se sentir obligés de mettre des grands cierges, etc., ou des grandes lumières et tout. Mais du coup, les rabbanim se demandaient d'où ça vient. Alors, je vous donne une proposition, mais ça vient du fait que les gens voulaient faire comme au Beth Amikdash, de dire, si déjà je fais la mitzvah en souvenir, alors c'est vrai qu'il suffit de demi-heure, mais si je pouvais faire que ça dure 14 heures, c'est-à-dire c'est le temps des longues nuits d'hiver, en France c'est 16 heures, mais je crois aux 15 heures, en Israël c'est en gros c'est 14 heures, c'est-à-dire environ, alors c'est le Nec plus Israël. Ben, c'est vrai, c'est une très belle idée.
mais seulement les rabbinim n'ont pas voulu non plus qu'on se sente obligé d'exagérer, donc ils ont pas imposé une chose comme ça, mais on peut comprendre d'où pouvait venir la source de cette idée. Alors de nouveau là, la halakha comme ça, que personne me dise que j'ai dit que c'était bien d'allumer pendant 14 heures, je ne l'ai pas dit, donc ne le faites pas. Mais souvenez-vous que des fois, même une idée ilchatique qui disparaît a un sens, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que justement, on a tendance, c'est une preuve qu'on a tendance à oublier la source des choses. Le deuxième qui est très intéressant et qui est, oui, en vigueur, en tout cas selon certaines opinions, c'est que ça vient de l'époque des Géonim, qui ont dit quelque chose de très bizarre. Ils ont dit que quand, à la fin de Hanouka, il te reste de l'huile et des mèches, alors on n'a pas le droit de les récupérer pour après. Par exemple, tu peux dire, ah, c'est bien, c'est une bonne idée, je vais garder l'huile pour Shabbat. Par exemple, imaginez-vous que Hanouka, le dernier jour, ou bien même au milieu de la fête de Hanouka, ça finit et puis c'est un jeudi soir, il reste de l'huile dans la petite truc et des mets, eh bien, je vais pouvoir les utiliser pour Ner Shabbat ou bien Stam pour s'éclairer à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus en vigueur pour s'éclairer. Eh bien, la coutume que ne comprenaient pas les poskim, des Géonim qui disaient non, c'est mouktsé, c'est-à-dire que comme on l'a utilisé pour allumer les bougies de Hanouka, alors il faut en faire une medoura, c'est en faire un petit, les brûler, etc. comme ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui font ça. Oui, Marlène, vous faites ça? Super. Moi aussi. Seulement ça, mais ils les brûlent à Pessah avec le Chametz. Ah, ça c'est une jolie idée. C'est comme avec le lulav, c'est-à-dire qu'on utilise ça. Je croyais que vous utilisez pour faire les osnéaman après, pour passer à Purim, mais d'accord. Donc c'est une belle idée. C'est-à-dire que maintenant, d'où ça vient cette chose-là? En fait, la vérité, même si ne vous sentez pas obligé de le faire parce que le Shulchan Aruch a dit qu'on n'était pas obligé de le faire, mais c'est resté au niveau de la coutume. Ces choses-là sont connues comme coutume, mais non pas comme force de loi. C'est qu'au Beth Amikdash, il y a quelque chose qui a un niveau de Kedusha. Il y a 3 niveaux. Il y a Chol, il y a Mitzvah, il y a Kedusha. Chol, c'est tout ce que vous avez, votre canapé, votre table, etc. Mitzvah, c'est les objets de Mitzvah, c'est-à-dire comme justement les bougies de Shabbat, comme le cli avec lequel on fait une Netilat Yadayim, comme un tzitzit, etc., qui ont un certain niveau, mais ce n'est pas la Kedusha. Et le niveau le plus haut, c'est la Kedusha. On n'a pas grand-chose qui est Kedusha de notre temps, puisque le Beth Amikdash n'existe pas. Donc, en gros, cette catégorie la plus haute n'existe pas. Eh bien, le fait que les Géonim nous disaient qu'il faut se conduire avec l'huile et les mèches de Hanouka comme le niveau de Kedusha, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de l'utiliser pour quoi que ce soit à l'utiliser, ne correspond pas à la Hanoukia, mais correspond à la menorah. Vous avez compris ce que je voulais dire? C'est-à-dire qu'on retrouve l'idée que notre menorah, c'est vrai que c'est notre menorah, ce n'est pas la menorah du temple, c'est une Hanoukia, mais il y a des signes dans la conduite qui nous rappellent, n'oublie pas, ce n'est pas du folklore, c'est le Beth Amikdash. Et la dernière que vous connaissez peut-être, que vous connaissez tous, et c'est pour ça que je finis par celle-là, c'est celle que Asur l'ishtamesh leora. On n'a pas le droit d'utiliser la lumière de la Hanoukia pour quoi que ce soit, ni pour lire, ni pour compter son argent, c'est l'exemple que donne la Gemara, Ken limnot et maotav, ni pour faire quoi que ce soit, ni pour jouer à la belote, c'est-à-dire le soir de Noël, etc. D'accord? On n'a pas le droit de l'utiliser pour quoi que ce soit. C'est très étonnant. Les lumières de Shabbat sont faites pour s'éclairer, pour les utiliser. Et la Gemara a un énorme développement dessus à propos des lumières de Hanouka. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de l'utiliser pour quoi que ce soit? Alors au début, elle dit, c'est parce qu'on fait une mitzvah, on appelle le tashush mitzvah. Et en fait, il s'avère qu'on est exigeant au niveau de l'interdiction d'utiliser les bougies de Hanouka, les lumières de Hanouka, de la manière la plus extrême qui ne peut s'expliquer. Et c'est ce que Rabbi le Ran qui est sur le Rif, un des Rishonim, qui l'explique et il dit, tu n'as pas compris. On fait comme si c'était le candélabre, c'est-à-dire la menorah du Beth Amikdash. Parce que dans la menorah du Beth Amikdash, on parle de Kedusha. Et c'est pour ça que quand on chante Anerot alalu kodeshem, ve'en nu reshut l'ishtamesh bahem, c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est pas vrai qu'elles sont kodesh, elles n'ont pas. Mais on fait comme si elles étaient kodesh, et c'est pour ça qu'on dit tout de suite ve'en nu reshut l'ishtamesh bahem et là l'irotam bilvad, pour comprendre que quand on allume notre petite bougie, notre petite fiole personnelle, c'est-à-dire quand on fait ça, en fin de compte, on se met en communication avec la Kedusha, avec le Kodesh qui était dans la menorah du Beth Amikdash. Et c'est vraiment la loi, alors comme je dis, une loi qui est moins connue, qui est le fait
de pouvoir l'allumer pendant toute la nuit. C'était le sujet premier du cours. Et cette deuxième loi qui est beaucoup plus connue, c'est cette loi de lo lishtamesh bahem et la lirotam bilva. Alors, le point, si vous voulez, que je ramènerai au niveau qui a été enseigné par le Sfat Emet, c'est que la lumière, le Sfat Emet, il dit, la lumière de la menorah, normalement, elle a disparu. Mais, depuis le moment où il y a eu la disparition du temple, mais par le fait qu'on continue à allumer notre Hanoukia une fois par an pendant 8 jours, alors on donne ce qu'on appelle la notion du tamid, qu'on avait vu dans le Passouk. C'est-à-dire que cette lumière-là, qui correspond à la lumière de la menorah du Beth Amikdash, de nouveau, je l'ai expliqué un petit peu dans la première explication, et puis dans d'autres explications, on lui permet d'être éternel par le fait qu'on l'allume, nous, chacun à notre petit niveau, dans notre maison. Mais le but du cours, c'était pour vous dire, n'oubliez pas que derrière notre Hanoukia, notre petite Hanoukia, qu'est-ce qui se cache? C'est le Beth Amikdash, c'est la menorah du Beth Amikdash, et c'est Bezrat Hashem. Grâce à des petites actions comme ça qu'on a fait et qu'on continue à faire, et si Dieu veut des grandes actions, puisque maintenant, si on veut, on peut faire aussi des plus grandes actions, que en tout cas le peuple juif, si Dieu veut, se réveillera pour vouloir reconstruire le Beth Amikdash, réinaugurer le Beth Amikdash, reconstruire le Mizbeach, réinaugurer l'autel et reconstruire aussi la menorah et refaire cet éclairage qui est l'éclairage de la lumière de la Torah vis-à-vis de nous et vis-à-vis du monde entier, comme c'est marqué dans le texte de la Gemara. Donc, si vous voulez poser des questions, moi, j'ai plus beaucoup de temps, mais vous avez peut-être du temps, je ne sais pas. Quelques minutes, on peut se permettre, 2, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. J'ai donné le poids du log. Hein. Oui, c'est combien? Dans le chat. Quoi? C'est dans le chat, je l'ai mis sur le chat. Ah, ben, tu ne veux pas me le dire parce que c'est plus difficile. Ah ouais, 357 grammes et 597, je crois. Je vais regarder encore. Donc, c'est un tiers de litre. Non, c'est plus qu'un demi dans un... Ah, selon le... Bon, mais un demi-log, ce n'est pas tellement non plus. Hein. C'est-à-dire, c'est en gros 200, 250, c'est un quart de litre. Donc, ce n'est pas énorme. C'est-à-dire, désolé, je voulais dire que c'était beaucoup plus. C'est raté. C'est-à-dire, c'est-à-dire. Donc, ce n'était pas tellement. Donc, c'était quand même bien une fiole-duc. Donc, il faut s'imaginer que chacun des sept réceptacles n'était pas tellement grand, avec des pas tellement grandes mèches si ça devait brûler pendant 14 heures. Est-ce qu'on peut utiliser ce qui reste d'hier de l'huile pour aujourd'hui, pour la menorah? Oui, ça, oui. Ça, on peut, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, d'après les rabbanim qui ne prenaient pas comme référence la tradition des Géonim, ils disaient qu'une fois que le temps du Pirsoumanes a été passé, selon leur opinion, alors tu pouvais même t'éclairer avec. C'est-à-dire, ça, en général, de nos jours, on ne le fait pas parce qu'on ne va pas s'éclairer, sauf s'il y a une panne d'électricité. Mais de toute façon, ça ne se fait pas. Mais si vous voulez, ça correspond à cette question-là. Pour marquer la différence, chez nous, on ne dit pas Bamem Adlikin pendant Hanouka, pour le soir de Shabbat. Ah, c'est un beau minag. Pour bien montrer que les huiles et les mèches qu'on peut utiliser pendant Shabbat, puisque pendant Shabbat, on allume pour pouvoir s'en servir. C'est-à-dire, on n'a pas le droit. Par exemple, il y a Rav Chaim David Halevi et d'autres rabbanim. Ce n'est pas une obligation, mais je vous l'indique quand même, qui dit que quand on allume les bougies de Shabbat, il faut penser en même temps à toutes les lumières qu'on a allumées dans la maison. C'est-à-dire qu'avec ou sans Shabbat, puisque ça fait tous, ils font toute partie de la mitzvah de la likner chez le Shabbat, qui est du coup tout à fait l'antithèse de la menorah du Beth Amikdash, de la Hanoukia, de Hanouka, pardon. Ça y est, je me suis déjà trompé, c'est bon. Alors, si je comprends bien, donc il n'y a pas une fiole qui avait, parce que j'ai toujours su que c'était une fiole d'huile. Moi aussi. Et quand on dit fiole, on pense à du verre. Et là, vous parlez de bac. Oui, par en fait, c'était en kheres, en terre cuite, comme la plupart des ustensiles. C'est vrai que dans ton dessin, on te montre un joli machin comme ça en verre, etc. C'est un par. Mais c'est vrai
que d'après cela, il n'était pas si grand que ça. C'est-à-dire c'était une petite jarre. C'est une petite jarre, c'est pas un bac. C'est pas une bac. Voilà, c'est ça. Non, c'était une jarre. Quand on Une dit jarre. un bac, Ah, d'accord. C'est-à-dire Là, ça va mieux. Ça va mieux, ok. D'accord. Okay. Voilà. Moi, j'ai une question pratique. D'accord. La Hanoukia qu'on mettrait dehors, on n'a pas peur que le vent l'éteigne ou Si, c'est une bonne question. Vous habitez en Israël ou Oui, en Israël maintenant, oui. Ah, Yofi, Baruch Hashem. La réponse, c'est que déjà à l'époque, c'est-à-dire les rabbinim l'ont signalé, l'hiver en Israël à l'époque des sages, c'était bien qu'aujourd'hui on dit qu'il y a le réchauffement global, etc. Mais c'est clair qu'à Jérusalem, à Hebron, à Haïfa, à Shrem ou bien dans le Golan ou dans le Galil, là où les Juifs habitaient, au moment de Hanouka, il faisait très mauvais, il y avait du vent, il pleuvait, il pouvait neiger, etc. Et donc, quand les Chachamim ont institué de l'allumer devant la maison, devant la porte, ils ne se sont pas imaginés qu'on le ferait en mettant quelques loupiottes. C'est-à-dire qu'ils avaient leur propre manière de faire afin que ça ne s'éteigne pas. D'accord ? Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on le met dans ce qu'on appelle en Israël un aquarium, mais ce n'est pas un aquarium, c'est un aérarium. C'est-à-dire que ça se vend aujourd'hui dans tous les supermarchés, en tout cas à Jérusalem, et c'est une boîte en verre et en métal dans lequel tu l'allumes et ça ne s'éteint pas. Alors, c'est évident que si tu veux l'allumer dehors, j'ai raconté déjà à mes élèves que quand la première fois que je l'ai fait, c'était il y a environ 45 ans, en Israël, la première fois où j'ai le srout de pouvoir l'allumer dehors, il fallait, pour trouver une boîte comme ça, il fallait aller dans le chouk de Mehacharim où il y avait un vieux Napar. Napar, c'est ferronnier, qui travaillait les métaux et qui te faisait une boîte comme ça, très très jolie, mais ça coûtait très cher en plus, et puis on le trouvait nulle part autre. Donc du coup, ça explique pourquoi il n'y avait pas beaucoup de gens qui le faisaient. Aujourd'hui, si vous allez à Osherad ou si vous allez partout dans tous les endroits où il y a des gens, vous pouvez acheter pour 30 shekels les petites, pour 50 shekels les moyennes et pour 100 shekels les plus grandes. Donc un budget qui est tout à fait raisonnable pour chacun. C'est-à-dire chacun peut aujourd'hui, et c'est ça là où les temps ont changé. À Osherad, ça coûte un peu plus, hein? Quoi? Ça coûte 169 shekels. Mais la grande. Oui, la grande, d'accord. Mais si jamais tu n'as pas le budget, tu peux acheter la toute petite, tu mets une petite Hanoukia, et puis zéo, quoi. C'est-à-dire que... Mais ce que je veux dire, c'est que Chazdé Hachem, aujourd'hui, on ne peut même plus dire qu'on est arrêté par les considérations économiques ou techniques. C'est-à-dire que c'est très, très facile. Dans le temps, ce n'était pas évident. Aujourd'hui, merci, là, si tu en trouves d'autres, tu me l'envoies. Mais donc, du coup, c'est-à-dire du coup, c'est techniquement pas difficile à réaliser. On n'a pas besoin de se le construire tout seul, de se le fabriquer, et on peut le trouver facilement. Encore une question? Sans vouloir monopoliser les questions, je sais qu'en Tunisie, du moins ce qu'on faisait à l'époque, on mettait la Hanoukia à côté de la fenêtre pour qu'elle se voyait de l'extérieur, sans qu'elle supporte les aléas du vent. Voilà, exactement. Donc, tout le monde... Ce que tu dis, c'est la coutume qui a duré dans les pays ou dans les temps où il n'y avait pas d'antisémitisme. C'est-à-dire, on le mettait à la fenêtre. Et aujourd'hui, tout le monde le met à la fenêtre en gros, quoi. C'est-à-dire que, parce qu'on n'a plus peur de l'extérieur. Mais non, de nouveau, c'est une possibilité. La meilleure, c'est dans la rue devant, vraiment dans la rue, en dehors du bâtiment ou de la maison où on habite. Ça, c'est le mieux parce que c'est la mitzvah telle que les Chachamim l'avaient fixée à l'origine. Il y a des cas où on ne peut pas le faire. C'est-à-dire, si on n'a pas un appartement à soi, une maison à soi avec une porte à soi qui donne sur le couloir ou sur la rue, ou bien si on est en situation de sakana, de danger, de pogrom et tout, à ce moment-là, il y a des lois qui sont différentes dans ces cas-là. Je reviens sur mon autre problème. Alors, d'un côté, on a les Bédouins, de l'autre côté, on a un couloir. Et si je veux le mettre à l'entrée de l'immeuble, c'est 3 étages. Donc, nous, on ne va pas profiter de la Hanoukia. Oui, tu as tout à fait raison. C'est le problème, pas des 3 étages. C'est aussi valable pour la plupart des gens. Parce que même si tu le mets dans la rue et que toi-même, tu n'as pas toujours une fenêtre qui donne sur la rue au même endroit. Et même si tu as une fenêtre, tu ne vas pas te mettre debout devant la fenêtre pendant une demi-heure pour pouvoir voir les choses. C'est-à-dire pour la plupart des maisons, si tu les mets dehors, tu ne le vois pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là?
on allume dehors avec la bracha, on sort le temps de faire la bracha. S'il fait beau, tu peux aussi chanter Maoz Tzur pour faire Pirsumé Nissa dehors. Et si tu veux faire de la publicité pour les voisins, tu leur offres des sphènes. Et puis après, comme il fait froid, tu rentres à la maison. On rentre à la Hanoukia? Non, tu la rentres pas, tu la laisses et tu allumes à l'intérieur de la maison une autre Hanoukia que tu peux regarder. C'est-à-dire sans bracha. Et quand tu as des enfants en âge d'éduquer, qui ne peut pas avoir mitzvah et qui veulent absolument allumer, tu peux éventuellement leur faire allumer à l'intérieur de la maison avec bracha parce qu'ils reviennent du GAN ou de l'école avec une Hanoukia, ils veulent absolument l'allumer, etc. Comme c'est din chinour, à la limite, éventuellement, tu peux leur faire. Mais sinon, d'ailleurs, des Hagav, c'est tous les gens qui ont une très belle Hanoukia en argent, etc., ou des belles Hanoukiotes, ils n'ont pas envie de les mettre dans la rue parce qu'ils ont une assurance spéciale. Et donc, on met une Hanoukia jolie mais normale dehors, et puis la belle Hanoukia qu'on a reçue à la maison. On l'allume à la maison sans bracha, mais bien entendu, c'est de nouveau, c'est le Pirsoumanès pour nous, ce que disait le riz, que de leur temps, il n'y avait plus que ça. Alors ça, on l'a pour nous, et puis on différencie les deux choses. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on est tenu de regarder les lumières de Hanouka une fois qu'on les a allumées? Alors, chez les Chassidim, les Rebbe, on le voit dans les photos, ils restent pendant une demi-heure en train de contempler. On n'est pas du tout tenu. Mais si on sait qu'en regardant la Hanoukia, derrière ton air, se trouve la menorah avec tout ce que ça signifie, avec tout ce qu'on étudie dessus, c'est-à-dire sur le Nes de Hanouka, etc. Alors, la notion de l'irotam bilvad, ça ne devient pas seulement la seule chose qu'on peut faire, mais un niveau, si tu veux, de Avodat Hashem, de contempler. Combien de temps? Le temps que tu peux. Par exemple, le rabbi de Gour, chez lui, on appelle ça le nerf de la guerre, parce qu'il est guerre chassid et il le contemple, lui, pendant tout le temps. C'est-à-dire, il y a des gens qui restent devant la Hanoukia et qui la regardent. Mais j'ai jamais vu des gens spécialement qui le faisaient. De nouveau, ça ne fait pas partie de la normalité. Ceci dit, aussi en réponse à ce que tu dis et ce que dit Marlène, je dirais comme ça, mets ta Hanoukia dans le salon, là où tu es pendant cette demi-heure, et puis n'oublie pas de la regarder de temps en temps en te disant, au Hachem, la Hanoukia, etc., et de réfléchir un petit peu. C'est-à-dire ça fait de mal à personne de donner une signification un petit peu plus rajoutée au moment où on l'allume. C'est-à-dire, je suis obligé de m'arrêter. Alors, à bientôt. Bezrat Hashem. Jeudi, on fera